Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. Précédemment, je vous expliquais que l'exercice consiste à simuler un microbit en réalité virtuelle avec Godot XR. Et donc la première étape qui est ici à faire, c'est de simuler une LED. Et donc on va voir un peu ce que c'est un cube, un matériel, comment on change sa couleur, faire un petit peu de code pour qu'on ait une interface pour ça. On passera ensuite à une autre vidéo qui est comment on sauvegarde ce projet qu'on vient de faire ensemble. Et puis on passera sur le fait de faire un tableau de LED. Alors, c'est parti pour apprendre dans cette vidéo comment on fait une LED en Godot. Et c'est parti. Donc, basiquement, comme vous pouvez voir ici, Microbit, l'éditeur, c'est un éditeur qui permet de faire du code en Python et de simuler un microbit. Alors, pour qu'on puisse faire notre propre microbit, il va falloir qu'on télécharge Godot, comme ceci, en allant sur le site de Godot, et qu'on dézippe le fichier. Une fois dézippé, Godot il est portable, il n'y a pas besoin de l'installer, c'est juste, vous pouvez le mettre sur une clé USB, ça marche aussi. Il est juste portable. Donc on va lancer l'exécutable, qui est une fenêtre, oui, qui est une application Windows. Il va vous demander l'autorisation, ce qu'il m'a pas fait sur le PC, parce qu'il a déjà rencontré Godot. Mais Windows, bah, vu que ça ne vient pas d'un magasin, il veut vérifier que vous êtes sûr de vouloir exécuter cette fenêtre. Ici, on va pouvoir créer un nouveau projet, ici au-dessus à gauche. On va lui donner un petit nom, genre Hello Microbit, magnifique. Et alors, en fait, moi, vu que je suis quelqu'un qui fait du prototypage et qui a beaucoup de petits projets, j'ai besoin de savoir les retrouver facilement sur mon disque dur. Et donc, je respecte une sorte de nomenclature, vous allez voir. Déjà, je stocke dans Git ou dans G, à la racine de mon ordinateur, pour éviter qu'il y ait des chemins, des fichiers qui soient trop longs pour Windows. Voilà. Dedans, on va créer un petit dossier qui s'appelle projet. Et alors ici, vous voyez la nomenclature, je vais commencer par la date, le mois, le jour, puis le type de projet, est-ce que c'est un package ou est-ce que c'est un projet Godot? Quand c'est Godot, ça veut dire que c'est un projet Godot. Et puis bah, le nom du projet. Alors vu que je me suis habitué et que je compte travailler en Godot toutes les années qui viennent, j'espère de respecter cette convention d'utiliser du snake case. Donc du coup, depuis cette année, j'utilise du snake case pour le titre de mes projets. Voilà. Alors, magnifique. Vous voyez les petits tirets au milieu? Bah, c'est pas très, conventionnel, c'est-à-dire que si vous êtes développeur, vous allez faire ce qu'on appelle de l'alphanumérique. Ne pas utiliser d'accent, ne pas utiliser de guillemets, ne pas utiliser aucun autre symbole que des chiffres et des lettres. Et alors, il y en a un qui est toléré, c'est, ce petit underscore là-bas, mais le tiret qui est là-bas, est un peu moins toléré. Pourquoi? Bah, parce que quand vous êtes dans des modes console, c'est souvent utilisé pour lancer des paramètres, par exemple. Donc du coup, ça veut dire que des fois, ça peut créer des bugs dans votre ordinateur si c'est mal interprété. Donc pour éviter que ça arrive, bah, généralement, on met pas des tirets au milieu. Bon, c'est toujours toléré par certains développeurs, mais moi, je suis plutôt de la famille de ne pas les mettre. Ok, donc là, j'ai remplacé ça pour qu'il n'y ait pas ça dans Godot. On veut faire du mobile parce que notre but, c'est de faire de la réalité virtuelle sur le Quest. On laisse créer un fichier Git et on y va. Alors nous voilà avec un joli petit projet tout beau, tout propre. On peut bouger la souris, on peut scroller avec la souris, on peut tourner en cliquant sur les boutons de la souris. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'éditeur. Ici, vous voyez, c'est ce qu'on appelle une scène. Ça va nous permettre de créer des éléments, genre des cubes, des personnages, des arbres, des trucs comme ça. Et si on veut faire des jeux en 2D, on peut faire des interfaces 2D, genre qui s'affichent par-dessus l'écran. Nous, ce qu'on veut faire, c'est une scène en 3D. Cette scène en 3D, bah, du coup, il nous crée ce qu'on appelle un node, c'est-à-dire un élément dans Godot, et il est 3D, c'est-à-dire qu'il possède une position avec X, Y, Z et une rotation. Vous voyez ici, on a le fait de pouvoir tourner, le fait de pouvoir agrandir, le fait de pouvoir le bouger. Ici, du coup, on va sauvegarder cette scène-ci. On va lui donner, déjà, on ne peut pas la stocker n'importe où parce qu'on veut être un petit peu propre. Donc on va mettre un underscore pour que ça ressorte au-dessus de notre projet ici, vous voyez. Ensuite, dedans, bah, on va créer un petit dossier qu'on appelle scène pour ranger nos scènes. Et alors ici, la scène qu'on va faire, c'est plus une démo de comment on utilise une LED. Et puis on fera un truc pour la LED. Donc on va l'appeler démo one LED par exemple. Voilà, magnifique. Et on va le stocker dans le dossier démo. Tadam! Comme ça, on retrouvera plus facilement nos enfants. Ok. Parlant d'enfants, bah du coup, on va rajouter un enfant qu'on va appeler un node 3D. Pourquoi j'ajoute un node 3D? C'est parce qu'on veut une sorte de poids vide qu'on va pouvoir utiliser pour faire une sorte de ce qu'on appelle un préfab en Unity, mais une sorte d'objet qu'on va pouvoir réutiliser plus tard parce qu'on va devoir avoir 25 LED, donc on va avoir 25 fois le même objet. Donc on crée un petit node 3D. Ici, on va lui donner un petit nom, hein, Hello Cube, mais c'est pas vraiment un cube, c'est plutôt Hello LED. Hein, mais... Alors, dans ça, on va rajouter ce qu'on appelle un mesh instance 3D, c'est-à-dire qu'en Godot, chaque chose que vous allez rajouter a une utilité. C'est pas comme dans Unity où on a plein d'utilités sur un objet, sur un poids vide. Non, ici on a un poids vide, une utilité. Et donc du coup, on rajoute un node qui va nous servir à afficher un objet 3D.
Et ça, c'est ce qu'on appelle un mesh instance 3D. Voilà. On va choisir que ce soit box mesh parce qu'on veut que ce soit bed cube. Voilà, magnifique. Ce joli cube, magnifique. Maintenant, il nous faudrait un script qui permet de gérer ce cube et sa couleur. Alors, on va créer un petit dossier script ici pour ranger nos affaires dans underscore. Voilà. On va l'appeler genre microbit. Alors pourquoi je l'appelle microbit ici? C'est parce qu'en C Sharp, il y a ce qu'on appelle les namespaces qui permettent d'isoler le code des gens. C'est-à-dire que vous pouvez écrire time et quelqu'un d'autre peut écrire time, et le namespace va dire ah c'est plutôt celui d'Eloi ou plutôt celui de Unity, par exemple. Mais ici en Godot, il n'y a pas les namespaces, en tout cas pas encore. Je ne sais pas s'ils l'ajouteront plus tard. Donc du coup, ici, je suis obligé de mettre microbit pour dire bah voilà, c'est dans la catégorie des scripts de Eloi qui utilisent des microbits. Bon, ça fait que les classes sont un peu plus longs, mais ça me permet de filtrer mes codes et celui des autres. Alors, du coup, ici, je vais l'appeler change LED color, voilà, parce qu'on va faire un script qui change la couleur d'une LED, donc d'un cube 3D ici. Voilà, magnifique. Alors, on va d'abord faire une première version qui affecte Mesh Instance, et puis après, on fera une autre version avec ce qu'on appelle un signal, pour être un peu moins dépendant du fait qu'on utilise Mesh Instance ici à côté. Donc, extend node 3D, ça veut dire je suis un petit point que je peux déposer dans la scène ici et qui devrait avoir une position, une rotation, je devrais savoir être présent là-dedans. Ready, c'est quand le jeu va commencer, quand l'objet va apparaître dans votre niveau, cette méthode va être appelée par Godot. Et process, c'est à chaque fois qu'une image de votre jeu est dessinée, donc 60 à 120 fois par seconde, des fois 40 ou 20 fois par seconde si vous faites un mauvais jeu, il va appeler ceci et faire une action là-bas. Ça va nous être utile, par exemple, pour tourner un cube, pour déplacer un bonhomme ou des choses comme ça. Alors, du coup ici, que va-t-on faire? On va faire un Hello World, parce que c'est très traditionnel. Quand on commence à programmer, on écrit le message Bonjour le monde. Bon, ici, du coup, j'ai mis Hello Cube. Et print, du coup, c'est une petite méthode que Godot nous prévoit pour afficher dans la console du debug, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet de mieux comprendre où on en est dans notre code. Voilà, donc Hello World, je fais play. Alors ici, il me dit, bah du coup, t'as pas décidé de où ton jeu devait commencer, niveau de la scène. Nous, on aimerait bien qu'il commence ici, à notre 3D, c'est-à-dire dans Demo OneLED. Et donc du coup, on va dire, bah ça va, sélectionne-moi celle qui est actuelle. Voilà. Alors, vous voyez que c'est tout gris. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis de caméra, on n'a pas mis de lumière. Donc du coup, on peut rien voir. Donc on va rajouter une petite lumière directionnelle, c'est-à-dire un élément qui nous permet de voir de la lumière dans notre jeu, donc notre cube, et une petite caméra. Alors la caméra, il va falloir la déplacer parce que là, elle est dans le cube. Voilà, magnifique, on la tourne un petit peu. Et voilà, on a un joli cube devant une caméra en Godot. Donc déjà, ça c'est votre premier jeu de Godot. Félicitations, vous avez un cube. C'est beau, hein? Alors, ce joli cube, nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est de changer sa couleur. Alors, on va pas le faire tout de suite, parce que j'aimerais bien vous montrer un peu le principe du frame que je vous expliquais. Ici, regardez. Vous êtes prêts à regarder le nombre de fois ici en bas que ça va être affiché? Ouah. Bon, c'est accéléré en 3 fois, mais ça reste 60 à 100 fois par seconde. Donc il y a un message qui est affiché beaucoup trop de fois dans la console. D'ailleurs, des fois, ça va créer des bugs parce que la console de Godot n'est pas faite pour supporter cette rapidité d'exécution avec des textes. Bon, ici notre but, c'est pas de faire du process, donc on va le commenter, on va l'enlever, voilà, magnifique. Qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, on doit viser vers un cube, et ce cube, on va devoir appeler une méthode, un bout de code, qui va dire, mets-moi ce cube à une certaine couleur. Donc on va créer ici une func, qui veut dire une méthode qui est appelable par un autre développeur. Set, ça veut dire définis-moi, cube, c'est un cube, et color, c'est on veut changer sa couleur. Donc vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle du snake case. On sépare les mots avec des underscores ici. Alors le petit underscore qui est là devant Ready, c'est-à-dire que c'est une méthode qui est privée, qui n'est pas censée être appelée par d'autres développeurs. Nous, on veut qu'elle soit appelée par d'autres développeurs, donc on n'a pas mis le petit underscore qui est devant là-bas. Ça veut dire ce que je retourne. Et ici, Ready, il a besoin de ne rien retourner. Il a besoin de... Par exemple, si vous faites 2 plus 2, le retour c'est 4. Ici, on n'a pas besoin de retourner 4. Donc void, c'est-à-dire je ne retourne rien. Alors, là, à l'intérieur des parenthèses, c'est ce qu'on appelle des paramètres. C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin de quelque chose? Et lui, Reddy, il a dit, j'ai besoin de rien en fait, hein, j'ai juste besoin d'exécuter un code. Et nous, on a besoin d'une couleur qu'un autre développeur va nous donner. Donc, on crée un petit nom qui s'appelle couleur, une sorte de tiroir où on va ranger de la couleur. Et on met 2 poids pour dire, voilà le type de données qu'on veut stocker. Et alors, vous voyez le C majuscule là, color, c'est pour dire, on a une variable qui s'appelle couleur. Et on va y stocker un élément qui aura du rouge, du vert, du bleu, et donc on appelle couleur.
Deux poids, ça veut dire, c'est bon, j'ai fini de définir ce nom de méthode, on va mettre du code derrière. Alors, il faut savoir que Python, et Godot, ils utilisent ce qu'on appelle de l'indentation, c'est-à-dire ils utilisent des tabulations, donc vous tapez sur tab, ça permet d'indenter le code et l'indentation, c'est ça qui vous permet de dire: «Il y a du code ici, puis il y a du code là-bas, puis il y a du code là-bas», avec des conditions qu'on va voir plus tard. Et donc c'est ça que vous voyez qu'il y a une sorte d'espace là-bas et qu'il y a pas de, comment on s'écharpe, des parenthèses ou des guillemets entre les 2, des crochets. Alors, c'est bien beau de recevoir une couleur de quelqu'un, mais il faudrait affecter quelque chose avec cette couleur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre export ici, à @export, ce qui va nous permettre d'avoir une sorte de petite case là-bas au-dessus dans l'inspecteur avec ce qu'on lui demande. Donc ce qu'on lui demande, c'est mesh instance 3D. Donc ça, c'est son type. Vous voyez ce qu'on a mis ici. Mais du coup, nous, ce qu'il faudrait, c'est qu'on lui donne un petit nom. Donc on va mettre var pour dire export var, c'est-à-dire j'aimerais bien pouvoir exporter au game designer ici une variable, donc une petite case où on peut stocker de l'information. Voilà. Et cette variable, son nom, ce sera toAffect, qui veut dire qu'est-ce que je vais devoir affecter par rapport à mon script. Voilà. Égal nul, ça veut dire je lui donne une variable qui est nulle au départ, dans le sens il n'y a rien dedans, c'est juste ce sera vide. Et donc regardez, ici, on met passe parce que pour le moment on fait rien dans cette méthode. Et voilà, toAffect, une petite case qui est nulle, avec mesh instance que vous pouvez déposer dedans. Il ne vous laissera pas mettre autre chose que à mesh instance 3D. Ok, magnifique. Du coup, quand vous vous demandez de chercher, il trouve directement, parce qu'il peut mettre que ça, et dans la scène, il n'y a que ça. La petite flèche que vous voyez là-bas, c'est pour dire reviens à la valeur par défaut, c'est-à-dire que si je clique dessus, ça me remettra nul. Ok, magnifique. On a une petite case où on peut déposer un cube qu'on veut affecter. On a un ready qui nous dit bonjour. Alors maintenant, changeons la couleur de ce cube. Comment on fait pour changer la couleur du cube? Aucune idée. En Unity, vous écrivez matériel.color, mais ici, je ne suis pas sûr. Alors, vous voyez, en regardant un peu dans l'autocomplétion, c'est-à-dire que quand vous écrivez point, Godot vous autocomplète un petit menu en mode c'est ça que tu veux? Alors, on voit qu'il y a un truc qui s'appelle Get Active Material. Donc, je suppose que ça doit être là-bas, mais je suis pas certain. Alors, le métier de développeur de jeux vidéo, c'est beaucoup de passer son temps à aller rechercher de la doc. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est on va dire, ok, en Godot, comment on fait pour changer la couleur d'un mesh instance 3D? Simplement. Donc ici, on va les regarder, on va tomber sur des vidéos YouTube, sur la doc. Puis ici, Google, maintenant, ils utilisent des IA qui auto... enfin, vous n'avez pas le choix d'utiliser des IA parce que ça apparaît en plein dans votre face dès le début. Et on peut voir que ici, l'IA, elle m'a dit un truc qui me semble intéressant. Mesh instance pour getActive 0. Donc, en gros, un objet peut avoir plusieurs matériels. Par exemple, un matériel qui donne la couleur, et un autre qui donne la brillance, puis un autre qui donne un par-dessus. Et ici, il me dit, tu demandes le matériel et tu me dis lequel tu veux. Donc, le 0, c'est le premier. Puis tu dis albedo color qui veut dire va changer la couleur de mon cube et tu lui donnes la couleur en Godot. On va prendre cette méthode, on va le mettre, sauf que nous c'est pas matériel qu'on va affecter, c'est ce que le gars m'a donné. Je mets toAffect, .get matériel, albedo et puis la couleur. Alors vous voyez que une couleur ça se compose de rouge, de vert et de bleu, de R, de G et de B, RGB. Et alors, elle va de 0 à 255 si c'est en entier, et de 0 à A si c'est en flottant. Alors, si on va lire la doc de Godot, de Color, ils ont décidé d'utiliser des valeurs qui vont de 0 à A ici. Et donc, du coup, A, ça veut dire plein rouge, pas de vert, pas de bleu. Et donc, on a du rouge. Donc ici, le problème, c'est que pour changer un matériel, il ne vous laissera pas faire parce qu'il n'y a pas de matériel pour le moment. Vous voyez du blanc ici, mais il n'y a pas un matériel qui dit j'aimerais bien que la lumière se reflète de telle manière, j'aimerais bien qu'il ait telle couleur, j'aimerais qu'il ait telle texture. Il faut qu'on en crée une. Donc on vous poussez ici sur le petit bouton et vous dites je veux créer un matériel standard. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer là-dessus et l'éditer. Vous voyez ici dans Albedo, on a une petite case qui s'appelle couleur. Et dans couleur, ici, on va aller changer sa couleur. On va aller le mettre par exemple en rose. Tada! Magnifique, hein? Donc du coup maintenant, je pourrais dire en rose avec le logo de Blender. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une texture. Vous voyez, on voit le petit œil, on voit le dessus du truc. Et la façon dont il se déplie sur le cube, c'est ce qu'on appelle de l'UV, du dépliage. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, donc je vais passer à côté. Je le remets à son truc par défaut. Nous voilà avec un joli petit cube mauve. Donc si je fais play, on verra un cube mauve. Alors, admettons, moi, c'est pas vraiment un cube mauve que j'aimerais bien savoir, un cube avec la valeur que le développeur me donne. Sauf qu'au départ, mon cube, est-ce qu'il est noir, est-ce qu'il est bleu, est-ce qu'il est jaune? On peut laisser le game designer choisir. Moi, au niveau du code, j'aimerais bien lui dire,
donne-moi quand même une valeur par défaut quand je démarre le jeu. Donc ici, je vais dire, bah, futur game designer, j'ai besoin que tu me donnes une couleur au tout début du jeu. Donc moi, la couleur par défaut, je vais la mettre à 0, 0, 0, voilà, avec de la transparence. C'est pour ça que le quatrième, c'est la transparence. Et alors, je vais dire, bah ok, bah, quand je débute mon jeu, je vais appeler ma propre méthode que j'ai créée. Je vais lui donner la couleur du game designer et je vais lui dire, bah ok, cette couleur va servir à initialiser la couleur au tout début du jeu. Alors ici, vous voyez, maintenant, du coup, on a une petite case. C'est-à-dire que vu qu'on a mis var color export, on a une case en plus ici. On a le mesh à déposer et la couleur à choisir qu'on donnerait bien au début du jeu. Alors vous voyez, là, c'est l'alpha, c'est la transparence, donc RGB, et puis l'alpha. Et l'alpha, c'est-à-dire à quel point je suis transparent. Vous allez voir quand on va faire play. Voilà, voilà. Donc pour rappel, hein, on donne la couleur, on a fait avec le matériel, on va chercher Albedo et on lui donne la couleur qui est ici, que le game designer nous a donné. Alors, je vais le mettre en vert dans l'éditeur, comme ça vous allez voir que quand je vais faire play, pouf, il devient rose. Alors, comment ça se fait qu'il n'est pas transparent? On lui a demandé d'être transparent, c'est bizarre ça. Bah, c'est parce que, en fait, un shader, si vous mettez de la transparence, ça consomme beaucoup plus de ressources, parce que ça doit calculer les objets qui sont derrière. Et donc, par défaut, le shader, ici, va être mis en transparence désactivée. Nous, on va lui dire alpha pour dire, bah, mets la transparence sur mon mesh instance 3D, parce que j'ai besoin de pouvoir le faire disparaître dans certaines conditions. Maintenant qu'on a de la transparence, ok, on voit un petit peu de transparence, magnifique. Donc ici, vous voyez, si je le mets en beaucoup, beaucoup plus transparent, on va le voir presque à peine dans la scène. Voilà, magnifique. Donc c'est que la transparence a bien fonctionné. Alors, il y a un petit détail aussi, mais je crois que c'est plus tard que je le vois. Ouais, c'est plus tard que je le vois. Alors, admettons que pour le fun, j'ai envie de faire que mon truc puisse changer vers une couleur aléatoire. Ben, on va créer une petite méthode, func_set_random_color. Alors, vous voyez que ici, on n'a pas mis de paramètres dans random color. Pourquoi? Bah, parce qu'on n'en a pas besoin, on va juste mettre de l'aléatoire. On fait une petite variable random color qui est de type couleur. Ce type va me permettre de pouvoir avoir des cases RGBA. On le met sans la transparence, désolé, il y a ma gorge qui a un peu de mal. On le met en disant on le veut pas transparent. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire random color point, et on va faire appel à sa variable qui s'appelle R. Donc c'est une sorte de petit tiroir. Et on va dire, j'aimerais bien te donner un random f. Random f, c'est une petite méthode que Godot vous fournit pour dire, j'aimerais bien un flottant de type aléatoire. Un flottant, c'est un nombre à virgule. Et alors, si vous mettez votre curseur dessus, vous avez de la doc. C'est-à-dire que l'éditeur ici permet de faire de la doc et de dire aux autres développeurs, voilà ce que ça va faire. Donc ici, il dit, bah, je vais te retourner un nombre à virgule qui est entre 0 et 1, inclusif. C'est-à-dire, c'est pas 0,999, c'est 0 à 1, inclusif. Ok, bah parfait. On va créer 4 fois la variable, une pour R, une pour G, une pour B, voilà, RGBA. Donc là, on a créé une sorte de petite variable locale, vu qu'elle est à l'intérieur de cette méthode, c'est-à-dire qu'elle n'existera que ici, puis elle va être détruite là-bas. Et cette variable locale qui prend au début 000 et puis qu'on met aléatoirement, bah, c'est bien beau, mais il faut la donner à quelqu'un. Donc ici, on va faire setColor, petite parenthèse, et on va donner notre fameuse color. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une définition d'une méthode, c'est-à-dire on dit j'ai besoin de ça, voilà ce que je vais faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle un appel de méthode, c'est-à-dire je vais appeler la méthode en lui donnant ce petit bout, ce petit tiroir à utiliser. Ce tiroir, il va tomber là et on va l'utiliser. Vous voyez un peu l'idée? Ok, magnifique. Donc du coup, maintenant, on a une petite méthode qu'on va pouvoir appeler. Donc voilà, au tout début du jeu, plutôt que de mettre la couleur à la couleur du designer, je vais vous montrer si on mettait une couleur aléatoire. Donc je sauvegarde, je fais play. Bon là, elle était rose, purement aléatoire. Donc du coup, on va refaire play. Et là, elle est orange. Là, elle est rose-rouge. Vous voyez? Alors, admettons que pour rigoler, je décide de le mettre dans physique process. Alors, pas vraiment physique process, mais juste process. Bah, cette méthode, vu qu'elle est appelée à chaque frame, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dessine le jeu, elle aura une couleur différente. Tada! Et voilà, j'ai tué tous les épileptiques. Donc là, on vient de faire un code qui, toutes les frames, changent la couleur de mon cube. Alors, pour commenter comme j'ai fait, c'est-à-dire de dire tout ça, tu le mets en
commentaire, c'est-à-dire tu n'existes plus, mais tu restes là-bas au cas où si j'en ai besoin. Vous faites CTRL plus K, CTRL plus K. Ça permet de commenter le code plus facilement. Voilà. Alors, magnifique. On a des méthodes, on a des variables avec des types, des sortes de petits tiroirs qu'on peut donner. On peut les donner dans ce qu'on appelle des paramètres. On a déjà appris pas mal de choses aujourd'hui. Alors, ici, comme je rappelais dans ce truc-ci, on appelle la méthode, on reçoit un petit tiroir avec une couleur, on fait OK, bah, je vais voir le mesh qui est là-bas, vu que le game designer me l'a donné. Je vais aller chercher le matériel numéro 0, c'est-à-dire celui qui est là-bas, vu que c'est le premier. On cherche après albedo color, c'est-à-dire cette case-là ici. Alors vous voyez que ce qui est affiché n'est pas la même chose que le code des développeurs. Donc on a une manière de faire qui permet de diviser un peu les choses, de rendre les choses plus élégantes à vos yeux. Parce que bah, les développeurs et les game designers, c'est pas la même chose. Les game designers, ils utilisent, nous, on crée. Et donc il faut que ce soit beau à leurs yeux pour qu'ils aient facile de l'utiliser. Donc la vraie nom de méthode, c'est alpha color. Et ici, égal, ça veut dire on te donne. Donc ici, prends la couleur qu'on m'a donnée et tu la donnes au matériel là-bas, c'est-à-dire dans la case qui se trouve là. Ce qu'on appelle une affectation. Je t'affecte cette information. Magnifique. Alors, nous, c'est pas vraiment une couleur qu'on aimerait bien recevoir parce qu'on aimerait bien avoir une LED qui s'allume selon le pourcentage de luminosité que le créateur va vouloir nous donner. Donc du coup, on pourrait faire une petite méthode qui s'appelle setColorWithPercent. On lui dit, bah, développeur futur, donne-moi un pourcentage, et il doit être de type flottant, c'est-à-dire un nombre à virgule. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on lui définit, ce qu'on a besoin. Alors, le truc, c'est que ici, on pourrait dire le pourcentage d'une couleur. Donc, au début, je me suis dit, est-ce que je vous fais faire un pourcentage avec la couleur, et comme ça, il peut choisir aussi la couleur de la LED. Mais je me suis rappelé que si on va trop loin, on va se perdre. Notre but, c'est de simuler une LED pour le microbit. Donc, pas besoin de commencer à avoir 36 000 couleurs, vu que tous les microbits, c'est du rouge. Donc ici, on va mettre 7 couleurs. Pourquoi c'est du rouge? C'est parce qu'en fait, faire une LED de couleurs avec différentes couleurs, bah, ça coûte cher. Donc votre micropide augmente en prix. Et le rouge, c'est une couleur par défaut. Alors, aimait bien, qui est bien visible, etc. Enfin, je sais pas pourquoi ils ont choisi le rouge spécifiquement, mais le bleu, il est difficile à produire. Le vert, il se voit pas bien. Donc le rouge, il est bien. Alors, var. On va créer une petite variable redColor, qui va être donc de type, bah, vous l'avez deviné, color. On va créer une nouvelle variable ici qu'on va initialiser avec bah, rien dedans pour le moment. Et alors du coup maintenant ce qu'il nous faudrait c'est mettre le pourcentage dedans. Alors vous voyez si je mets person, comme ça, et qu'on met 1 à la fin parce qu'on ne le veut pas transparent, et ben ça veut dire qu'on va avoir une couleur. Alors vous allez voir, c'est pas vraiment la couleur qu'on attendait. Cette couleur, vu qu'on l'a créée avec le pourcentage que le développeur m'a donné, on va pouvoir la transmettre avec la méthode qu'on a déjà créée plus haut, et on va dire bah, cette couleur avec la petite couleur qu'on vient de créer là-bas. Alors, nous, on va essayer ici dans le README hein, pour voir si la méthode fonctionne. Allez, c'est parti. Bah, ou sinon, on peut le mettre dans le process. Ah oui, alors, j'aurais pu faire plus simple, mais je me suis dit, allez, on va vous montrer un petit peu la notion de temps. C'est-à-dire, ok, maintenant je peux changer peut-être la couleur de mon cube et son pourcentage d'intensité, mais du coup il nous faudrait une sorte de truc qui fait que ça clignote, ça vient, ça prend de la lumière et puis ça s'éteint, puis ça vient, ça prend de la lumière et ça s'éteint. Alors pour ça, il nous faut en fait prendre le temps du jeu, sauf que j'ai oublié de comment on faisait pour prendre la notion de temps dans Godot. Donc je suis allé voir, comment fait-on pour avoir le temps depuis que le niveau a commencé en Godot. Et en fait, je suis tombé sur des forums qui me disaient: «Ah bah, tu enregistres le moment où tu débutes et le moment où, tu es pour le moment, tu calcules le nombre de millisecondes». Et en fait, c'est vrai que c'est une technique qui marche assez bien, mais c'est une technique, que je trouvais trop compliquée à vous expliquer vu que vous êtes débutant. Donc je me suis dit: «OK, il doit y avoir une autre méthode». J'ai cherché, cherché et puis finalement, je suis tombé sur la vieille bonne méthode qu'on utilisait quand j'étais au début, moi, avec Unity, de, rajouter le temps de chacune des frames. Le temps qui passe entre chacun des dessins de votre jeu vidéo. C'est ça qu'on appelle le delta. Le delta, c'est le nombre de temps depuis la dernière frame. Et donc du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite variable, qu'on va pas mettre export parce qu'on veut pas la voir, c'est juste pour nous, en tant que développeur. Cette petite variable, on va l'appeler le temps qui passe. Voilà, magnifique. Alors, je la retirerai après parce que c'est juste pour la démonstration, pour que vous puissiez apprendre à programmer, mais ça n'a aucun sens de mettre ça dans notre code actuel qui change la couleur d'une LED. Pour l'instant, c'est juste pour la démonstration.
Donc ici, je dis, bah, mon temps qui passe, je vais t'ajouter le temps passé, donc c'est-à-dire le delta. Ouais, comme ça. Donc je dis, rajoute à la valeur actuelle, plus égal, c'est-à-dire que tu rajoutes à la valeur actuelle le temps qui passe en millisecondes. Donc ici, c'est 0,01 seconde, 0,05 secondes, 0,04 secondes, et des trucs comme ça. Magnifique. Alors, maintenant qu'on rajoute le temps qui passe, il faudrait qu'on fasse ce qu'on appelle un modulo. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est à 6 secondes, si on prend 3 secondes à allumer la LED et à l'éteindre, bah, quand on est à 6 secondes, ça devrait être à 0. Si on a 6 secondes, 5, bah, alors on devrait être à 0,5, modulo de 3. Alors, techniquement, ça se fait comme ceci. Voilà. On peut faire diviser par 3. Sauf que si on fait diviser par 3 et pas modulo, vous allez voir ce que ça va donner. Bah, ça va nous donner 1,4, 2,6, des trucs comme ça. Et donc, quand on va lui donner le pourcentage de 2,4, vous vous doutez de ce qui va se passer sur mon cube. Ici, on dit appelle la méthode qui permet de gérer le pourcentage de couleur dans le cube. On fait play, regardez, hop, il devient blanc, et puis il reste tout blanc. Bah oui, parce qu'au-dessus de A, c'est 100%. Donc il nous faudrait ce qu'on appelle le modulo, c'est-à-dire pas la division, mais le reste de la division. Donc si vous divisez par 3, le reste de 6,5, c'est 0,5. Donc voilà, ici on va dire modulo. Voilà. Sauf que apparemment en Godot, le modulo, il fonctionne pas entre deux flottants. Le problème c'est que je savais pas trop comment résoudre la situation sans passer une plombe dans la doc. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais vous montrer à l'ancienne comment on fait quand on a ce truc-là qui n'est pas disponible. Alors, ça va nous permettre de faire un petit peu des opérations mathématiques, de jouer avec des variables et des trucs comme ça. Pour pouvoir avoir l'équivalent de ce que j'essaie de faire ici, on va un petit peu réfléchir. Donc il nous faudrait le reste d'une division. Bah c'est parti. On fait une petite valeur ici, voilà, qu'on va appeler temps. Alors le temps, le nom de la variable ici apporte pas beaucoup, hein. Donc j'ai mis time divisé par. Il faut juste que le développeur qui revient ou vous-même puisse le comprendre la fois suivante. On prend le temps ici, qui est passé, donc 6,5, divisé par 3. Et donc du coup, ça va nous donner 2, je sais plus, un truc dans le genre, 2, quelque chose. Désolé, moi, calcul mathématique, je suis très rapide, mais je suis vraiment mauvais. Donc du coup, time multiplié par 100, donc en fait, on aura 2,2 par exemple. On va le multiplier par 100, ce qui va nous donner du coup 220 par exemple. Et puis ça, bah, du coup, là, on a 220, donc on va pouvoir faire un petit modulo d'un entier. Donc vous allez voir, yop, voilà, 200. Donc modulo de 100, ça, Godot, il sait faire. Donc 220, le reste de la division avec 100, bah, ça va nous donner 20. Donc ça va nous donner 2 pour côté, et puis 20 comme reste. Et donc maintenant qu'on a 20, bah, on le divise par 100, et on se retrouve en flottant. Alors le problème, c'est qu'on a envie d'être certain que ça se passe bien. Et donc du coup, ici, on va vérifier que ce qu'on lui donne, c'est bien un entier. Et pour s'assurer que c'est un entier, on va faire int pour dire tu me le transformes en un entier. Donc ici, on a ce qu'on appelle un flottant, une valeur à virgule. Et on va dire je veux que tu sois sûr que c'est pas un objet à virgule, mais que ce soit un entier. Donc comme ça fait un entier modulo un entier, et Godot ne râlera pas dessus. Divisé par un flottant, ça nous retourne un flottant, et donc percent. Et voilà. Alors, si vous n'avez pas nécessairement compris cette partie-là, je vous invite vraiment à faire 2-3 codes sur le côté. Un petit Hello World avec la doc de Godot. Allez regarder ce que c'est des divisions, des multiplications, des additions, des fois et des trucs comme ça, quoi. Bon, si vous avez plus ou moins compris l'idée, au fur et à mesure ça va venir, vous inquiétez pas. Donc ici on prend le temps, on le divise par 3, boum, on le multiplie par 100 pour avoir un gros chiffre. On fait modulo pour garder le reste de la division. Le reste de la division, on la redivise par 100 parce que nous on a besoin d'avoir des pourcentages. Et on a maintenant 1%. Magnifique. Donc là, normalement, ça veut dire que je vais pouvoir avoir un temps qui va se passer et que toutes les 3 secondes, on va avoir la lumière qui va s'éteindre et redémarrer. Vous voyez, on fait un truc dans ce genre-là, en fait. 10 divisé par 3, ça fait 3,33. Fois 100, ça fait 300, tout comme ça. Modulo 100, ça nous donne 33. Et donc, du coup, 33 divisé par 100, ça fait 0,33333. Et donc, 30%.
et hop là, magnifique! On a un joli cube qui s'allume et qui s'éteint. Bon, le petit problème ici, c'est que vous voyez, j'ai mis pour ça person, person, donc c'est-à-dire si vous mettez du rouge, du vert et du bleu, bah ça vous donne du blanc, parce que le blanc, c'est la somme de toutes les couleurs. C'est quand toutes les longueurs d'onde sont en même temps dans tes yeux. Alors que 0, 0, 0, c'est-à-dire il n'y a pas de longueur d'onde, il n'y a pas de rayon, il n'y a pas de photon, et donc c'est noir, parce qu'il y a l'absence d'une couleur, l'absence de rayons lumineux. Et donc du coup, ici, nous, ce qu'on veut, c'est du rouge, donc du rouge sort du vert, sort du bleu. Et voilà! On a du rouge qui clignote. Bon, le truc, c'est que maintenant qu'on a vu que ça marche, on est content. Maintenant, il y a un petit détail, c'est qu'une LED, c'est pas censé avoir de l'ombrage vu que ça émet de la lumière. Et donc du coup ici, ce que je vais changer, c'est que je vais aller dans mon cube, dans le matériel du cube, ici, et il y a une option qui s'appelle Shading Mode, ici. Et Shading Mode, ça va nous permettre de dire j'aimerais bien un Unshaded. Unshaded, ça veut dire je ne veux pas de shader. En fait, le shader, sa grosse utilité, outre les images et les trucs comme ça qu'on affiche dessus, c'est de gérer la lumière et l'ombre en fait. Et unshaded, ça veut dire en fait j'ai pas besoin de lumière et d'ombre, donc t'as pas besoin de faire tous ces calculs chiants. Et donc ici, bah, si on enlève les calculs, effectivement, ça nous fait gagner du temps de performance, mais ça fait qu'on n'a plus d'ombrage et plus de lumière, donc plus de forme. Vous voyez, c'est juste des pixels d'une certaine couleur à l'écran. Mais nous, pour une LED, c'est ce qu'il nous faut, donc c'est parfait. Ça nous donne l'impression d'avoir la lumière alors qu'il n'y a pas de lumière dans la scène. C'est trop bien. Ok. Bon, bah, on va mettre tout ça en commentaire, parce que comme je vous disais, mon but, c'est pas de faire qu'il y ait une LED qui clignote, hein, c'est juste de faire qu'on puisse changer la luminosité et qu'un autre développeur vienne le faire. Alors, là, on l'a changé avec du pourcent. Mais on pourrait essayer de montrer que ça marche avec ce qu'on appelle des canvas. Donc en fait, quand vous faites une scène en 3D ici, pour avoir un petit menu par-dessus la scène, donc une sorte de bouton, de slider et tout, il faut que vous rajoutiez ce qu'on appelle un canvas layer. Ça veut dire ça, ce sera affiché par-dessus mon jeu. Donc ce canvas layer, on va rajouter ce qu'on appelle un horizontal slider, c'est-à-dire un petit node qui va nous permettre d'avoir ceci dans l'interface 2D. Voilà, un petit point ici. Alors, juste, c'est pas le sujet du cours, mais ça, c'est le pixel où il se trouve sur l'écran, et ça, c'est le pourcentage où il se trouve sur l'écran. Je vous conseille vivement de toujours travailler en pourcentage et pas en pixels, mais ça, c'est le sujet d'un autre cours. Donc ici, on fait un petit slider, ici, sur ce pourcentage de l'écran. Et alors ce slider, nous, on veut pas qu'il aille de 0 à 100, on veut qu'il aille de 0 à 1, parce que nous, on a fait un code qui fonctionne de 0 à 1. Alors le step, c'est à quel point on peut changer le slider ici. Nous, on va dire à un millième de détail. Voilà. Et alors, à chaque fois qu'on va changer le petit slider ici, bah, il va émettre ce qu'on appelle un événement, un signal. Voilà, regardez. Hop, 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 un signal. Et un signal, ça veut dire il y a quelque chose qui est arrivé. Par exemple, est-ce que quelqu'un a mis son curseur par-dessus? Voilà, on focus, on enter. Est-ce que quelqu'un a cliqué avec la souris sur ce truc-là? Et parmi ces événements, ces signaux, il y en a un qui s'appelle value change. C'est-à-dire, est-ce que la valeur là-bas, elle a changé de valeur? Est-ce que quelqu'un a drag and drop ce petit truc-là? Et ici, il va dire, bah, si quelqu'un change la valeur, je vais vous donner un petit tiroir qui s'appelle valeur avec, en tant que type, flottant, c'est-à-dire un nombre à virgule. Donc il nous offre un tiroir avec un nombre dedans. Ok, magnifique. Bah du coup, c'est parfait ça. Donc on va dire, j'aimerais bien m'y abonner. Donc je vais faire clic droit et je vais faire bah, le jour où ça change, le jour où la valeur change, tu peux aller chercher mon script à moi qui se trouve sur HelloCube pour le moment. Et tu vas appeler la petite méthode publique que j'ai créée plus tôt, donc celle qu'on a faite ensemble, qui s'appelle setColorRed with percentage. Et tu vois le petit tiroir que tu m'as prévu là-bas, j'aimerais bien le prendre et tu me le donnes dans cette case-là. Tadam! Magnifique. Donc maintenant, on va recevoir le tiroir de le slider a changé ici. Donc on va pouvoir dire bah, la nouvelle couleur, ce sera ce que le slider a changé. Et on va aller faire tout le reste qui va changer le cube. Donc ici, regardez, hop là, magnifique. On peut changer la couleur de notre cube avec un slider. C'est pas beau? Alors, petit détail, si on veut regarder la documentation de l'objet qu'on doit simuler, parce que le but de l'exercice est de simuler un truc qui existe déjà, vous pouvez voir que la documentation dit que voilà la façon dont on peut afficher les LED. Donc on a des petites LED de couleur, et elle a 9 intensités de couleurs, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et du coup, on peut faire des petits tableaux à l'aide de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, bah du coup, c'est pas vraiment un pourcentage, c'est un pourcentage, mais qui va de 0 à 9. Donc il va falloir qu'on crée une nouvelle méthode en plus.
Voilà. Cette méthode, on va par exemple l'appeler setColor red with 0 to 9. Alors du coup, qu'est-ce qu'on prend? Bah, plus vraiment un pourcentage, hein. Alors déjà, on va dire, flottant parce qu'il y a une distinction entre un flottant, un nombre à virgule, et un entier, un nombre qui n'a pas de virgule. Donc juste pour être sûr, parce qu'en C# on peut faire un truc un peu particulier, on peut avoir la même nom de méthode plusieurs fois, mais avec des types de variables différentes. Ce qu'on appelle la surcharge d'une méthode. Et c'est pas la polymorphisme, c'est autre chose. Mais là, je crois. Mais la surcharge de la méthode ici, et ben nous on l'a pas en Godot. Donc je suis obligé de mettre underscore float pour dire ça, ce sera la version où tu me donnes un flottant. Ok, magnifique. Sauf que nous, c'est pas vraiment un pourcentage qu'on veut, c'est une valeur qui va de 0 à 9. Donc j'informe le futur développeur et game designer que ce que je veux, c'est une valeur qui va de 0 à 9. Donc cette valeur de 0 à 9, pour la transformer en un pourcentage, bah, il me suffit de la diviser par 9. Et alors on va mettre 0.0 pour être sûr, parce qu'on ne veut pas que ce soit divisé par un entier, on veut que ce soit divisé par flottant, un nombre à virgule, ça peut créer des bugs en informatique. Donc je lui dis bien, c'est bien un nombre à virgule là, que j'utilise. Donc un nombre à virgule avec un nombre à virgule. Et donc ici, ce nombre divisé par ça, ça va donner un pourcentage. Alors on n'a pas besoin de recoder tout ce qui est au-dessus, on va juste appeler la méthode qu'on a créée plus tôt, qui attend 1%. Voilà. Donc on prend la valeur de 0 à 9, on la divise par 9, on a un pourcentage, on la donne à lui qui sait ce qu'on fait quand on lui donne 1%. Lui il fait ah c'est 1%, bah tu mets une nouvelle couleur, et puis il donne à la méthode qui sait ce qu'on fait quand on reçoit une couleur, qui elle va affecter le matériel. C'est pas beau? Moi je trouve ça trop fan, trop beau l'informatique, parce que c'est comme être un magicien. Vous préparez des petits flocons, des petites potions, vous les mettez toutes dans votre tiroir, puis le jour où il y a la bataille, il n'y a plus qu'à lire et balancer des fioles. Alors, tada! Ça va aller du coup sur le mesh. Le mesh, il va aller là-bas. Là, il va aller parce que le game designer nous l'a donné. Donc du coup, il va aller là-bas, il va aller là-bas, puis il va aller là-bas, et il va changer la couleur. Tadam! C'est ça que ça fait. Alors, bah, du coup, il faudrait tester notre code. Alors, plutôt que de le tester encore une fois dans le ready, je vais recréer un slider. Cette fois-ci, je vais changer un peu le slider. Plutôt que d'aller de 0 à 1, je vais aller de 0 à 9. Voilà. Et plutôt que d'aller un millième par un millième, je vais lui dire tu changes d'une valeur de 1. C'est-à-dire tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous allez voir, si je fais play, alors du coup il faut que j'ai changé son signal. Donc ici on a fait CTRL D pour dupliquer, pour avoir le deuxième là. Mais du coup il est toujours lié à l'ancien, donc ici on va les changer. Donc on supprime celle qui était ici. On fait je viens bien me connecter. À quoi? Bah, à mon script actuel là, dans HelloCube. Voilà. Et à quelle méthode? Bah, 0 to 9, qui reçoit un flottant. Vous voyez pourquoi j'ai fait un flottant? C'est parce que ici ces trucs-là sont une valeur flottante. Voilà. Et donc ici, regardez, hop là, j'arrive à transitionner entre les 9 couleurs. Alors vous voyez que une couleur rouge divisée par 9, on a toujours l'impression qu'il y a un gradé, hein, que c'est précis. Mais en fait, vous n'avez pas besoin des 256 couleurs pour faire de la couleur, hein. Des fois, juste 9 parties de cette couleur, ça suffit à faire des jeux. C'est pour ça qu'à l'époque, on faisait des jeux en 8 bits, par exemple, parce qu'on n'avait pas la capacité de pouvoir mettre cette mémoire dans les appareils. On était loin dans le temps, et donc du coup, on n'avait pas beaucoup de place, donc on n'utilisait que 8 divisions de la couleur. Bon, ici, on ne sait jamais qu'un développeur ait besoin d'utiliser ce qu'on appelle un entier, c'est-à-dire un nombre sans virgule. Donc on va préparer une méthode pour nous dans l'avenir, au cas où, si on a besoin. Ici, je lui dis, bah, tu peux aussi me donner un entier, je le diviserai par 9,0, mais du coup, il faut que je transforme mon chiffre en flottant, vu que ça ne l'est pas. Et donc, je vais utiliser la petite méthode float, ici, de Godot, qui va me permettre de dire, tu vois, ce chiffre sans virgule, eh ben, tu lui donnes une virgule juste au cas où. Donc, du coup, on a un nombre à virgule divisé par un nombre à virgule. Parfait, ça marche, on a un pourcentage. Et donc, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle le nombre sans virgule. Ça, c'est un nombre à virgule. Ça aussi, ça aussi. Et donc, voilà un peu la différence. Donc 2,2 divisé par 9, par exemple, c'est ce qu'on appelle des nombres à virgule. Si vous êtes, ça c'est ce qu'on appelle une variable non typée quand il n'y a pas flottant devant. Vous pouvez faire des variables non typées, mais c'est pas très propre parce que ça permet pas aux autres développeurs de facilement comprendre votre code. Et il y a un autre développeur qui est super important, c'est les IA. Plus vous mettez des types, plus vous mettez des noms parlants, plus vous mettez des variables parlantes, plus les IA peuvent regarder votre code et vous faire mais attends, t'es pas en train d'essayer de faire ça, je peux te proposer ça. Et c'est ce qu'on appelle de l'autocomplétion, c'est-à-dire
il y a des codes qui sont des algorithmes qui vous proposent des bouts de code qui sont pas des IA, et puis il y a tu des IA qui regardent ce que vous faites et qui vous disent: «Ah mais c'est pas ça que tu es en train d'essayer de faire», et donc à notre époque, vous pouvez augmenter, le temps de production extrêmement fort si vous avez une IA qui vous auto-complète. Ce qu'on appelle un copilote, c'est moi ce que j'utilise de temps en temps, ce qui est Visual Studio Copilot. Mais ça, c'est un autre sujet. Pour être franc, je suis pas tabou sur le sujet. Tant que vous comprenez votre code, que vous savez le relire et que vous faites des scripts de test de vos codes, les IA, c'est bien. Maintenant, voilà, il y a de la controverse, est-ce qu'on doit l'utiliser, est-ce qu'on ne doit pas l'utiliser? Enfin, vous connaissez la devise. C'est pas le sujet de cette vidéo. OK, magnifique. Tout ce que je veux dire, c'est documenter votre code pour les humains et pour les IA. OK, magnifique. Bon, petit détail, nous, ce qu'on va nous donner, c'est pas des flottants, c'est pas des entiers, bah, c'est des caractères, c'est des bouts de texte. Donc en fait, des textes en informatique, c'est ce qu'on appelle des strings. Et donc du coup, on va devoir mettre ici un type string. Sauf que moi, je pensais qu'en Godot, il y avait quand même des chars. Des chars, ça veut dire des caractères, des bouts de string, des lettres. Et en fait, bah, en vous faisant l'exercice avec vous, je me suis aperçu que bah non, Godot, il est là, il s'est dit non, on va rester simple, on n'a pas besoin de tous ces trucs complexes, on va utiliser des strings. Et donc du coup, bah, je vais m'apercevoir en faisant l'exercice avec vous que bah, il n'y a pas de string, il n'y a pas de char en Godot. Et je suis en train de demander à l'IA, je me dis: «Mais attends, c'est normal, c'est que je peux pas?» Ah non, là, c'est le match. Alors, le match, c'est juste j'étais en train de regarder un petit peu, comment on faisait un switch, et puis je me suis rappelé en faisant le match et le switch que vous aviez même pas encore vu avec moi ce que c'était un if, un else et des trucs comme ça. Je vais mettre le match en commentaire et je vais vous expliquer ce que c'est un if, puis je reviendrai sur le char juste après. Donc un if, ça ressemble à ceci. On peut dire si le petit tiroir qu'on m'a donné, qui est censé être une lettre, est égal à la lettre 0, alors tu fais le code qui se trouvera là derrière. Vous voyez un peu l'idée? Alors, nous, ce qu'on veut faire, c'est savoir est-ce que le texte qu'on nous a donné, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je vais créer un petit tiroir ici qui sera notre réponse de finale, int value, et je vais la mettre à 0 pour le moment et je dis que c'est un entier. Donc ici, on va dire bah, si jamais le texte c'est 0, et ben alors la valeur en entier, ce sera 0. Bon, maintenant on fait la même chose avec A, mais si on a trouvé 0, on n'a pas besoin de continuer. Donc en fait, plutôt que de faire if, et de faire 9 fois la condition de vérifier si c'est 0, enfin si c'est une certaine type, ici on va dire bah, si c'est 0, tu mets 0 et tu te barres. Mais si ça n'est pas le cas, tu viens ici et tu fais si c'est 1, bah, tu mets 1 et puis tu te barres. Sinon, tu continues. Donc c'est if, else if, else if, else if. Donc ici, si c'est 0, si c'est 1, si c'est 2, si c'est 3, si c'est 4. Voilà, et alors on va faire ça pour les 9, vu qu'il n'y a que 9 caractères ici en informatique dans l'exercice qu'on essaie d'utiliser. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, si jamais c'est pas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bah, c'est pas une valeur qu'on veut en fait. Et alors ici, bah, du coup, on va dire si c'est autre chose que ça, bah, on n'en veut pas. Et vu qu'on n'en veut pas, pour avertir le développeur que c'est pas une bonne valeur, on va mettre -1 pour lui dire bah, c'est pas une valeur qu'on voulait. C'est une technique pas très propre que les développeurs utilisent depuis la nuit des temps de mettre -1. Voilà. Alors du coup, maintenant, bah, on sait si le texte qu'on nous a donné, le petit bout de caractère, bah, si c'est une lettre, un chiffre ou pas. Donc du coup, on va dire, bah, si la valeur est égale à -1, alors attention que je me suis planté ici, c'est pas égal, c'est deux petits égales, c'est pas ça, ça veut dire affecté, et pour dire égal, il nous faut deux égales. Donc ici, on va dire, il est -1 au départ, on check, on check, on check. S'il vaut toujours -1 à la fin, bah, c'est que finalement, le texte qu'on nous a donné, il nous sert à rien. Alors là, il y a deux écoles. Soit de vous envoyer un message d'erreur ici en disant bah mec, t'es un gros connard, donne-moi la bonne valeur. Soit de vous ignorer l'erreur, ce qui la rend plus dure à retrouver quand vous aurez des bugs dans votre jeu, mais qui évite d'avoir des erreurs partout dans sa console. Donc ça, c'est un dilemme de développeur de choisir si on veut annoncer à tout le monde qu'il y a une erreur et donc plus facilement corriger, ou cacher ou corriger l'erreur à l'intérieur du code et créer potentiellement des bugs pas faciles à débugger. C'est pas le sujet de cette vidéo, donc ici, moi ce que je vais faire, c'est que je vais dire, bah ok, si on m'a donné une valeur qui n'est pas la bonne, je ne fais rien, c'est tout. Par contre, si c'est la bonne, bah alors je vais dire, appelle la méthode qui permet, avec une valeur de 0 à 9 en entier, bah, de changer notre cube de couleur. Et donc je lui donne la valeur qu'on a réussi à trouver. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle des if et des else.
si ceci, alors, si ceci, si ceci, alors, if, else. Tada! Bon, le truc, c'est que des if et des else, quand vous en faites beaucoup, ça devient vite chiant. Et donc, en programmation C#, il y a un truc qui s'appelle des switches, qui permettent de dire, bah, donne-moi la valeur, et puis si ceci, si ceci, c'est pas la même manière d'écrire. Sauf qu'en Godot, ils ont retiré le switch, ils ont mis ce qu'on appelle un match, qui permet en fait un petit peu plus qu'un switch, mais j'en parlerai pas dans cette vidéo aussi. Donc du coup, ici, vous voyez, je regarde un petit peu la doc pour savoir me souvenir de comment on faisait un match. Donc ici, on met match, la valeur qu'on nous a donnée, le petit tiroir, et puis on dit si le tiroir c'est A, ici, et ben alors je fais quelque chose. Alors c'est pas comme en C#, je vous rappelle, hein, il y a de l'indentation, donc on va à la ligne suivante et on fait tab. Donc ici, si la valeur qu'on m'a donnée c'est A, alors je vais mettre la valeur à 0. Vous voyez, c'est exactement la même chose, mais un petit peu différent. Et là où il y a une petite grosse différence, c'est que le if, il faut vraiment mettre la condition ici, alors que là, on va pouvoir mettre ce qu'on appelle des regex et des conditions scopiques. Enfin, basiquement, on va pouvoir dire si c'est entre A et 20, mais sinon, si c'est divisable par 2, et des trucs comme ça. Enfin, on s'en fout. C'est une autre manière d'écrire, mais il faut la connaître. Les autres développeurs vont l'utiliser. Ça pour dire, on dit, si la valeur elle est égale à 1, bah alors je vais mettre une valeur. On fait ça pour les 9, et alors le else, c'est ce petit truc-ci qui veut dire si j'ai pas trouvé, bah ça tombera dans cette case-là. Donc ici c'est else. Tada! Donc ici on dit bah si c'est 0, je mets 0, si c'est 1, si c'est 3, si c'est 4, c'est 9, etc. Et voilà! Magnifique! Donc c'est une autre manière d'écrire qui fait exactement la même chose. Et comme ça vous avez vu ce que c'est un switch et un match. Alors ici, je reviens sur mon problème de caractère. Donc en gros, Godot me dit les caractères, ça n'existe pas. Donc je fais ok, bah si les caractères n'existent pas, on va utiliser ce qu'on appelle un string, c'est-à-dire un bout de texte. Et voilà. En fait, Godot n'est pas axé sur l'optimisation du jeu, mais sur le game design du jeu. C'est-à-dire, on ne cherche pas l'optimisation à tout prix avec notre langage interprété. On cherche à faire en sorte qu'on puisse très rapidement produire des petits jeux, des petites interfaces, des petits trucs comme ça. Et si on cherche l'optimisation, à ce moment-là, on peut faire des add-ons C++ ou des add-ons plus performants qui vont vraiment aller chercher la performance. Mais du coup, qui deviennent natifs. Mais donc du coup, ils vont vraiment axer plus sur l'orienté interprété, c'est-à-dire on va vite dans le fait de prototyper le jeu. Alors, effectivement, ici je vérifiais que le char n'existe pas. Alors, il y a des feuilles que j'organise comme ceci. Vous voyez ici, depuis cette année, je fais des feuilles A4. Et dans ces feuilles A4, je mets plein de mots-clés que vous devez connaître sur un langage. Par exemple, ça c'est pour le C Sharp. Tous ces mots-là, vous devez les connaître en tant que développeur C Sharp Junior si vous voulez un emploi dans l'industrie. Bon, peut-être pas ceux-là parce que ça c'est ce qu'on appelle des design patterns et c'est pour ça que j'ai mis en très petit. Et en fait, à chaque fois que vous cliquez sur le mot, il y a de la doc, ou en tout cas il y aura de la doc dans le futur, sur le mot qui se trouve dedans. Depuis la semaine passée, j'ai aussi fait celle-ci. Donc Scratch, c'est un langage de programmation pour les enfants. Et ce langage de programmation pour les enfants, il n'a pas 36 000 choses. Il y a des if, il y a des else, il y a des boucles, il y a des for, il y a le fait de déplacer, tourner les objets, un petit peu d'espace, un peu de graphique, un petit peu de liste, et deux, trois trucs pour faire du son, de la voix, de la musique, des trucs comme ça. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est ce qu'on appelle des méthodes, donc ce qu'on est en train de créer nous. Ça, c'est ce qu'on appelle des conditions. Est-ce que si, est-ce que ça? Ça, c'est ce qu'on appelle des variables. C'est ce qu'on appelle des méthodes, des appels de méthodes. Et il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup plus que ça en Scratch, hein. Il n'y a vraiment que ça. Et donc du coup, c'est très bien pour apprendre à faire du jeu vidéo parce que vous n'allez pas passer des jours à apprendre un langage, un game engine et tout. Vous avez juste ça, débrouillez-vous. Ça incite énormément la créativité. C'est un peu ça que j'aime bien dans Godot, c'est qu'il n'y a pas grand-chose dans Godot. Et donc du coup, vous n'allez pas essayer d'apprendre à manipuler un game engine. Vous allez apprendre à faire un jeu vidéo assez vite. Et donc voilà. Bon, si vous êtes fan de C Sharp, n'hésitez pas à aller regarder cette page-là et vérifier que vous connaissez tout. Donc, j'ai commencé un petit peu en Godot, vous voyez, à répertorier tous ces trucs-là. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment du brouillon. Mais si on regarde un petit peu au type de variables qu'on a à disposition en Godot, ben on a un booléen, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Un string, c'est-à-dire un texte comme ceci. Un int, c'est-à-dire un nombre sans virgule. Et un flottant, un nombre à virgule. Alors il y a un petit peu plus parce qu'il y a les bases. Base 2, c'est A, 0 et trucs.
Base 10, c'est vous qui vous comptez sur vos doigts, et base 16, c'est les ordinateurs qui calculent en base 16, c'est-à-dire quand ils arrivent à 9, ils comptent A, B, C, D, E, F, G, H. Enfin, E, F, pardon. Il y a deux, trois autres types qu'on va devoir voir dans notre cours, c'est vecteur 2, vecteur 3, c'est-à-dire est-ce que ça a poids sur un plan 2D, est-ce que ça a poids sur un plan 3D, est-ce que ça a poids sur un plan 3D en entier, et un quaternion, c'est la rotation de notre objet 3D. C'est un truc un petit peu complexe, donc je vais passer dessus. Et la couleur, évidemment, bah, on l'utilise. Il y a plein d'autres types de variables, mais voilà, vous n'avez pas beaucoup plus que ça pour faire des jeux vidéo au tout début. Vous voyez, donc du coup, on n'a pas toutes les variables que C# possède. Tout. On revient à notre truc. Magnifique. Bah du coup, vu qu'on n'a pas les chars, on a utilisé un string. Parfait. Bah allons tester ça, je vous propose. Alors, petit truc. Vu qu'on nous donne un string, ça veut dire que ça pourrait être 0, 1, 9, mais ça pourrait être aussi éloistré. Donc ça pourrait être un long texte de caractères. Donc du coup, ce qu'on aimerait bien faire, c'est pas juste est-ce que le texte correspond à ça, on aimerait bien dire est-ce que chacun des caractères, il n'y aurait pas 0, 1, 2 ou 3. On va dire pour chacun des caractères qui se trouvent dans mon petit texte qui se trouve là-bas, dans mon tiroir, j'aimerais bien vérifier que c'est pas 0, 1, 2, 1, 3 ou 1, 4. Voilà. Donc ici, on va parcourir l'ensemble des caractères. Donc for, c'est-à-dire pour chacun dans ce truc. Pour chacun des caractères dans ce texte. Alors là, il va me faire un petit peu la gueule un peu plus tard parce que char, c'est une variable qui n'est pas réservée, mais c'est quand même un nom qu'il ne faut pas utiliser. Donc, utilisez pas de char. Alors ici, du coup, bah, quand je vais arriver ici et que je vais m'apercevoir que c'est pas un nombre, je veux pas quitter, je veux pas me barrer de la méthode, je veux pas arrêter le code, je veux juste dire, bah ça va, tu peux continuer, le caractère, c'est pas un chiffre. Donc on dit continue pour dire, bah tu vas au prochain. Donc, vous voyez ici, je dis, est-ce que Éloi, le E, c'est un chiffre? Bah non, bah du coup je vais au L, et donc je quitte pas la méthode, je me barre pas avec return, c'est-à-dire je me barre. Donc ici je dis juste tu skip, tu passes au suivant. Donc ici je viens, je dis for ta 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 ta, je regarde si c'est un chiffre, sinon je passe au caractère suivant. Voilà, continue, c'est-à-dire je passe la boucle, ici, et return, ça veut dire je me barre carrément. Donc ici, par exemple, return, ça veut dire c'est bon, je me barre. C'est ça que j'essaie de vous faire un petit peu la différence. Faut pratiquer pour comprendre, hein, encore une fois. Donc ça, c'est un truc où si vous pratiquez pas, vous n'arriverez pas à le comprendre. Donc pratiquez-le. Bam, 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 bam. Donc du coup ici, on vérifie tout le texte, on change un petit peu son nom parce que du coup ça n'a plus de sens de mettre juste value. Texte, ça sera plus lisible pour quelqu'un. Texte 8, 0 et 9. Ok. Si jamais il s'avère qu'on arrive à trouver un caractère, si on trouve pas le caractère, on continue. Mais si jamais il s'avère qu'on arrive à trouver un seul caractère, bah, ça nous suffit à la LED. Donc on return, c'est-à-dire on se barre de la méthode. Dès qu'on en trouve un, on est content et on part. Donc ici, il va nous falloir tester un petit peu ce qu'on vient de mettre en place. Donc allez, on va rajouter une zone de texte éditable, ce qu'on appelle un input field dans Unity. Et ici, nous, en Godot, c'est ce qu'on appelle un line editor. Line edit. Donc on va le mettre un peu plus bas, voilà. Et le line edit, il va nous permettre de faire ceci, c'est-à-dire d'écrire du texte dedans, et puis de l'utiliser. Par exemple, ici, si je mets Eloi 09, bah, ça veut dire Eloi met la LED à 0. Bah oui, parce qu'on cherche le premier chiffre dans le texte et puis on le met dans la LED. Donc ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est aller dans les signaux et dire si jamais le texte il a changé, bah tu vas le donner à mon petit script de LED et tu vas lui demander de voir s'il n'y a pas un chiffre. Donc ici on lui dit set color red with 0 à 9 char, et ici le nom de la variable dit bien text with 0 à 9, donc avec un seul E. Est-ce qu'il en a un? Donc du coup il arrive ici et il va faire le test. Donc ici vous voyez le tout premier qu'il trouve dans le texte c'est 0, donc il met à 0 et il se barre. Puis maintenant, si je mets 9, bah, le tout premier qui trouve c'est 9, donc c'est 9 et il se barre. Si je mets 2, si je mets 4, et voilà, on peut contrôler avec du texte une LED. C'était pas beau? Donc là, on a de 0 à 9 avec des valeurs, on a du texte, et on est trop content. Bon, pour un peu de propreté, on revient dans notre truc et on renomme tous ces nodes, parce qu'il va falloir revenir plus tard dedans et savoir ce qu'on avait fait à l'époque. Donc c'est bien de renommer les choses. Donc démo how to use the LED, ça c'est du coup c'est pas un cube mais c'est ma microbit red LED qui est la LED qu'on veut utiliser. Alors
ce qui se passe, c'est que nous, la LED, on n'en aura pas qu'une seule, on en aura plusieurs. Et ça, en Unity, c'est ce qu'on appelle un préfab, c'est-à-dire si vous mettez un lampadaire dans un jeu vidéo et qu'il y a 1000 lampadaires dans votre niveau, vous ne voulez pas changer tous les lampadaires 1000 fois à chaque fois que vous changez un détail. Donc vous créez ce qu'on appelle un préfab, un objet, qui si on change la couleur du lampadaire, ça change partout. Et en Godot, eux, ce qu'ils utilisent, c'est ce qu'on appelle des scènes. Vous pouvez avoir des scènes dans des scènes dans des scènes. D'ailleurs, en Godot, il n'y a pas vraiment de notion de préfab parce que tout est une scène. C'est soit une scène variante, tout est une scène. La scène de départ appelle des scènes qui sont des joueurs. Le joueur, il a une épée qui est une scène. Cette épée, elle a une scène qui est une flamme par-dessus. Donc en fait, tout est une scène dans Godot. Et ça, vous l'apprendrez au fur et à mesure que vous utilisez Godot. Donc du coup, il faut qu'on crée une scène. Alors moi, j'ai tendance, je sais pas c'est pas Godot qui a inventé ça, c'est juste moi, c'est ma convention à moi. J'ai tendance à créer un petit dossier qui s'appelle éléments pour dire c'est là-bas que je stocke ce qui n'est pas des scènes, des objets, des trucs, mais des petits éléments de mon jeu. Genre ici, notre LED. Et je le stocke dedans. Alors vous voyez que Godot, vu que sa nomenclature c'est de nommer les choses avec des majuscules dans la scène ici, mais avec des underscore snakecase dans les fichiers, bah, quand vous lui déposez ça, il dit ah bah attends, tiens, c'est ça le nom que tu veux. Et vous voyez, il a traduit directement de ce qu'on appelle du Pascal case à du snakecase. Donc séparé avec des majuscules, séparé avec des underscores. Ok. Donc là, il me dit, est-ce que tu veux sauvegarder avec ça? Alors moi, j'hésite toujours parce que je suis pas encore certain de ma convention. Je suis en mode, mais ça fait des noms de méthodes, des noms de trucs qui sont un peu trop longs. Mais finalement, j'ai hésité, j'ai juste laissé élément underscore pour dire, ceci est un élément de mon jeu. Donc c'est un élément du microbit qui est une RAID LED de 0 à 9. Et je suis en train d'hésiter, je suis en mode, ah, je le laisse pas. Bah oui, je suis nouveau aussi à Godot, hein. Donc ici, il y a eu un problème. Que j'ai compris par la suite. Mon ordinateur n'a presque plus de mémoire disque sur l'ordinateur. J'étais vraiment à genre 1 méga de mémoire. Du coup, Godot a eu deux trois problèmes de temps à autre de perte de variables, de mémoire et des trucs comme ça. Donc là, je le savais pas au moment où j'ai fait la vidéo. Donc du coup, quand Godot pète un plomb, là c'était de ma faute, mais quand Godot pète un plomb, généralement un informaticien, ce qu'il fait, c'est il ferme et il relance, juste au cas où. Donc là, je ferme Godot, je relance un coup. À la base, je pensais que c'était Godot qui avait eu un problème. Non, c'est juste mon ordinateur qui était sur le point de mourir. Je le saurai dans la vidéo suivante parce que j'ai perdu un script à cause de ça. Ok. Donc du coup, vous voyez, maintenant, on revient. On a notre fameux cube ici. Notre fameux cube, maintenant, c'est devenu une instance, ici, hein, une scène. Cette scène, elle a bien à l'intérieur un mesh 3D avec une couleur, vous voyez ici. On sait que c'est une scène parce qu'il y a un petit truc comme dans les films, là, un petit démarrer la scène, un petit clip. Donc ici, le problème, c'est que du coup, maintenant, on aimerait bien s'assurer que tout vise bien correctement, parce que quand vous créez une scène, de temps en temps, il y a des liens qui cassent, donc j'aimerais bien aller les vérifier. Donc on clique ici sur ce truc-là, on vérifie bien que la connexion y est encore, et vous voyez que la connexion, elle y est plus, entre le slider ici et ma scène. Donc je vais dire, bah c'est bon, tu rappelles la méthode %, tu rappelles la méthode qui s'appelle 0 à 9, voilà, puis tu vas dans le texte et tu rappelles quand ça change notre petit truc avec du texte. Donc là, basiquement, on vient juste de relier ce qu'on venait de faire précédemment, c'est-à-dire relier ça, ça et ça à notre cube. Magnifique. Alors, joli petit cube, que peut-on faire pour la suite? Bah déjà, lui donner un petit nom, parce qu'en fait ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un script non nommé. C'est-à-dire que le script, il existe, on peut le déposer et tout, mais on ne peut pas l'invoquer dans les nodes qui se trouvent ici dans le petit plus là au-dessus. Pour pouvoir l'invoquer de partout dans le jeu et le partager à d'autres, il faut qu'il ait un nom. Donc ici, on va faire class underscore name. Donc class, ça veut dire je possède des méthodes, des variables, je suis une définition de quelque chose, je suis un objet qui existe dans le jeu, je suis une classe. Alors il y a, si vous faites des études d'informatique, vous allez voir, il y a plein de mots comme ça, définition de classe, appel de classe, implémentation de classe. Donc implémentation, ça veut dire créer, définir, ça veut dire ce qu'il y a dedans, et appel, c'est on l'invoque, on la crée. Ici, basiquement, class name, et on va lui dire, bah, moi, ma convention pour le namespace, c'est de dire microbit devant, hein, pour dire c'est un script qui fait partie de la boîte à outils microbit qu'on est en train de créer. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle change la LED de couleur. Alors, vous voyez que si vous respectez la convention de Godot, il faut que et de C# et d'autres, il faut que le nom de votre fichier soit le même que le nom de votre class name. C'est pas obligatoire dans Godot, mais c'est mieux. Donc ici, vous voyez, microbit change LED color, c'est exactement la même chose.
Magnifique. Donc ici, je mets mon vous voyez que quand je fais petit plus et que je rajoute maintenant, on voit mon script qui apparaît là-bas. Donc je peux créer des nodes qui seront des changements de LED color. Tada! Donc du coup, bah, dedans, il faut que je lui donne un mesh 3D et que je change sa couleur de départ, si je veux l'utiliser par exemple. Alors, comme je disais ici, moi j'aime pas faire ça, parce que en fait, quand vous faites un script qui est lié par exemple ici à Mesh 3D, c'est-à-dire ici le truc qu'on lui a demandé là, le Mesh 3D, bah, soudainement ça veut dire que vous avez un script qui est trop bien pour gérer des LED, mais qui ne marchera qu'avec un objet 3D. Et du coup maintenant si vous faites un jeu avec un objet 2D, vous faites quoi? Bah oui, parce que l'objet 2D on peut changer sa couleur aussi, on peut lui donner des pourcentages, donc ça pourrait être un jeu 2D. Et si c'est plus vraiment un mesh 3D, mais que c'est un vecteur, que c'est un objet qui gère du vertex color, ou si c'est un objet qui gère de la brume, bah, c'est plus un mesh instance 3D, donc votre truc ne marche plus. Donc moi j'ai tendance à envoyer un signal, donc le gars me dit j'aimerais bien du rouge, je calcule, et je dis voici du rouge, qui a besoin de changer, je fais du rouge. Et donc c'est ça qu'on va faire dans la vidéo, on va faire ce qu'on appelle un signal de changement de couleur, plutôt que d'utiliser un mesh instance 3D. Donc ici, je vais sauvegarder ça sous un autre nom que je vais appeler microbit change color mesh pour dire on le garde, mais c'est pour que si vous avez un mesh 3D. Voilà, magnifique. Donc du coup, je renomme le fichier. Parfait. Donc là, on va essayer de faire à nouveau. Donc on essaie juste de bien sauvegarder ce qu'on a fait pour le moment. Magnifique. Ce serait le moment de faire une petite sauvegarde avec Git, mais c'est pas le sujet de la vidéo, on le fera après. Et là, on va créer un nouveau script qui s'appelle microbitchange LED color signal pour dire qu'on va utiliser les signals comme on a. Vous avez vu, on a utilisé des signals, bah là, on va en créer un. Voilà, oui, signal. Du coup, on change son nom. Magnifique. On garde exactement le même script, sauf qu'on va changer quelque chose. Ici, on va retirer tout affect. Pioup, bam, commentaire, il est plus là. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va créer ce qu'on appelle un signal. Vous voyez ici, on met signal. Et alors moi, la convention qui était sur C# et que j'ai gardée et qui n'est pas la convention de Godot, parce que les signals ne sont pas censés commencer par on, mais moi j'aime bien avoir on pour dire aux gens, quand ceci arrive, alors on this, do that. Donc du coup, moi dans ma convention, moi, tout commence par on pour les signals. Donc je dis, si la couleur de la LED change, alors je vais te donner la nouvelle couleur que tu vas devoir appliquer à quelque chose. Donc je n'ai aucune idée de si ça va être un sprite, un objet 3D, est-ce que ça va être une image, une texture, j'en ai rien à foutre. Je te dis, voilà, on m'a demandé de changer de couleur, voici la nouvelle couleur. Ce qu'on appelle le signal émetteur. C'est-à-dire ici, c'est la définition, c'est l'endroit où les gens vont pouvoir s'abonner et dire je t'écoute, si jamais ça arrive, je fais quelque chose. Bon bah du coup maintenant il faudrait les avertir ceux qui m'écoutent. Donc ce qu'on va aller faire ici, c'est que quand quelqu'un demande de changer la couleur, on va lui dire onColorLEDChange.emit, c'est-à-dire j'avertis tous ceux qui écoutent au changement de la couleur. Emit, c'est-à-dire je les avertis, et je leur donne ce tiroir de couleurs, c'est-à-dire la couleur qu'on a définie ensemble ici, pour qu'on va devoir changer. Donc ici, c'est une notification à des écouteurs, c'est ce qu'on appelle le listener pattern. C'est une façon de coder qui permet à des gens de s'abonner et à d'autres d'émettre quelque chose qui arrive. C'est lié à, des patterns d'événements. Pattern, ça veut dire des codes qui se répètent, c'est-à-dire si vous commencez à coder maintenant, tout de suite, à l'instant, vous allez créer des façons de coder que des gens ont déjà fait il y a 30, 40 ans, sans même avoir parlé avec eux, sans même avoir lu un bouquin. C'est des choses qui se refont naturellement quand on est développeur. Et donc, quand quelque chose se passe partout dans le monde, chez tout le monde, sans communication, bah, c'est ce qu'on appelle des patterns, des façons de coder. Et donc, faire des abonnements comme ça, des observer listeners, c'est un pattern. Alors, ici, bah, du coup, on aimerait créer notre petit truc. Alors on peut renommer et tout, mais c'est plus facile de faire ajouter un enfant. Et vu qu'on a créé un nouveau avec un nouveau nom, vous voyez, on a le mesh d'avant et on a WithSignal. Nous, celui qui nous intéresse, c'est WithSignal, voilà. Donc vous voyez qu'ici, du coup, on n'a plus besoin de lui donner le mesh, mais on a quand même besoin de lui donner une couleur de départ. Ici, j'ai mis transparent. Et vous voyez, maintenant, dans Signal, on a, bah, pour ce script-là, un onColorChange. On va se connecter à cette couleur et on va regarder et on se dit, bah, on se connecte à quoi? Alors, bah, il faudrait le connecter à quelque chose. Donc je me suis dit: «Bon, bah, regardez, je vais vous montrer une petite démo. Hop, 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 je vais créer, ici, quelque chose, un cube. Je vais lui créer un petit standard matériel
Et il a un albédo avec une couleur ici qu'on va mettre allez, vas-y, en rouge. Et alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de changer. Donc je clique dessus, je fais connecter, je vise vers le mesh, et là, qu'est-ce qu'il me dit? Bah, il n'existe pas de méthode. J'étais sûr de ça? J'ouvre et je regarde. Non, je regarde. Non, vraiment, il n'existe pas de changer la couleur d'un matériel, d'un objet 3D. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a un peu d'ambiguïté, changer la couleur. C'est celle du matériel, du second matériel, du matériel normal. Donc il y a tellement d'ambiguïté qu'ils n'ont pas mis une méthode là-dedans. Pas parce qu'ils voulaient pas, mais juste parce que ça a créé des bugs. Donc c'est à nous de créer un script. Il va falloir qu'on en crée un. Bah, c'est pas grave, c'est parti, on va créer un script supplémentaire. Alors vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir plusieurs scripts? Bah, de bien séparer les choses. Un script ne fait qu'une seule chose. Diviser pour mieux régner, c'est vraiment la règle en informatique. Donc ici, je fais un microbit set mesh instance 3D color. C'est un petit script qui va nous permettre de changer la couleur d'un mesh 3D. Sauf que ici, on va pas prendre la notion de LED, de pourcentage et tout. On va juste recevoir une couleur, changer un mesh 3D. Donc pour ça, on a besoin d'avoir un export avec un petit nom de variable toAffect et son type, un mesh 3D. Alors vous voyez que j'ai oublié de mettre var. Fonction, c'est ce qu'on peut faire, et ce qu'on veut faire, c'est changer la couleur d'un matériel, voilà, avec quelque chose, un tiroir qu'on nous donne, new color, de point color. Ok, bah du coup on vise vers toAffect, et alors vous voyez quand vous faites une erreur, il n'y a pas d'autocomplétion, c'est-à-dire s'il ne comprend pas ce que vous faites, il ne vous aide pas à auto-compléter le code. Donc ici, c'est parce que j'ai oublié de mettre var. On va mettre var, et là il me fait ah, c'est ça que tu veux faire. Donc on va dire bah j'ai besoin du matériel, le 0, alors là j'avais oublié son nom, mais du coup je suis allé voir dans le code d'avant, et c'était bien albedo color. Donc albedo color, point égal color. Alors là l'erreur, je me souviens plus ce que c'était... Ah oui, parce que j'avais mis color au lieu de new color. Et voilà. Donc du coup on a une petite méthode ici, qui va recevoir une couleur et qui va changer la couleur du mesh 3D. On n'a aucune notion de LED, de jeu, ni rien, c'est juste, vas-y, change la couleur. C'est pas grand chose, mais voilà. Il faut des fois des petits scripts comme ça qui font ça avec 6 lignes de code, hein. Alors, admettons que maintenant j'ai besoin de changer cette couleur. Bah, du coup, il me faut un script qui est appelable. Donc, on va prendre ce petit script qu'on a créé ensemble, on va le déposer. Alors, vu que je considérais qu'il n'y avait pas nécessairement besoin d'une position 3D dans le jeu, bah, j'ai créé ce qu'on appelle un node, c'est-à-dire un objet qui existe dans mon jeu, mais qui n'a pas de position 3D. C'est pour ça qu'il est tout blanc ici. Vous voyez? Donc là, on a notre petit objet qu'on est en train de construire avec changement de couleur d'une LED avec un signal. On a notre petit script qui permet de changer la couleur du mesh 3D qui se trouve là-bas. Donc du coup, on va aller le déposer ici sur le truc blanc. Et il nous dit, ok, bah d'accord, je peux changer un objet 3D, mais tu dois me le donner. C'est ce qu'on vient d'écrire ici. Bah du coup, on va prendre le mesh 3D qui se trouve là-bas. Attendez, parce que je me suis gouré. Voilà. Tadam. Ce mesh 3D qu'on va déposer là-bas, c'est bien. Du coup, ça veut dire qu'on peut le changer. Mais du coup, il va falloir qu'on lui l'appelle ce bout de code là. Donc on retourne dans notre code qu'on a créé avec Signal. On va dans Signal qui est ici au-dessus. Alors il y a eu un petit bug et donc du coup Godot avait du mal à charger et tout. Encore une fois, mon ordinateur il était en train de morfler. Je le savais pas, mais il était en train de morfler. Donc il a fait le temps que ça arrive. Donc voilà, onColor LED, gna gna gna. Qu'est-ce que je vise? Je vise celui-là. Et alors là, encore une fois, le code y était pas, mais c'est parce que mon ordinateur était en train de morfler. Donc du coup, il faut juste relancer Godot, attendre que ça se charge. J'étais en mode, allez, vas-y, pitié, pitié. Donc je vais passer un peu plus loin. Voilà, ok. Est-ce que c'est apparu? Voilà, oui. Donc voilà. Godot a eu un peu de mal à charger, mais voilà. Donc on a notre script de signal. Donc quelqu'un me dit change la couleur avec A7. Le script de signal, il dit ok, bah, je change la couleur, voici ma nouvelle couleur. Il l'émet. Le petit tiroir, il est balancé à tout le monde. Lui, on va le prendre, on va dire, bah du coup, tu appelles notre change color mesh, qui lui sait comment on change la couleur d'un mesh, et tu lui donnes à cette méthode-là le petit tiroir que on vient de créer. Tadam! Donc c'est un développeur va dire change ça. Donc ici par exemple avec l'interface 2D. Lui il va dire ok bah voilà une nouvelle couleur, il va le passer à lui. Lui il va faire ah je sais comment on change de couleur et c'est lui qu'on doit changer. Et va prendre sa référence et va dire je change là-bas. Donc ici on va prendre le texte qu'on a fait plus tôt.
Et du coup, il vise plus vers notre ancien script, mais il doit viser vers notre nouveau script ici. Donc on va dire connect, on vise vers notre nouveau node, et on lui dit bah, appelle la petite méthode qui est prévue à cet effet. Voilà. Et donc du coup ici maintenant, c'est-à-dire que quand je vais mettre 5, bah, vu que j'ai pas changé l'ancien et que j'ai rajouté le nouveau, il va changer la couleur de mon cube qui est là et de mon cube qui est là. Sauf que lui, il le change directement, et lui, il utilise un signal qui dit vas-y change, et un autre script qui change la couleur. Ça rend le code plus utilisable et plus adaptable, on va dire. Donc ça fait exactement la même chose, mais c'est différent. Same, but different. Voilà. Alors, bah du coup, il va falloir le lier aux deux autres, c'est-à-dire à celui-là et à celui-là. Alors, je sais pas si je le fais tout de suite dans la vidéo. Ah oui, petit détail. Donc je vous disais, voilà, on peut l'adapter à autre chose. Donc admettons, je me suis dit, bah, je vais vous montrer une démo. Donc je rajoute un color, c'est-à-dire un petit truc comme ça 2D, magnifique. Et je veux changer sa couleur d'un objet 2D. Donc ici, c'est pas mon objet 3D, mais c'est un objet 2D. C'est ça que je voulais montrer par c'est réutilisable quand on utilise un signal. Je me dis, ok, bah, je vais changer sa couleur, je vais lui donner un petit nom là-bas. Je vais aller sur le signal, dire la couleur qui est nouvelle, je vais la passer à mon carré. Et il s'avère que le petit carré, eh ben, il a une petite méthode ici qui s'appelle setColor. Tadam! Et qui prend une couleur. Donc du coup, je vais appeler cette méthode qui était prévue par les développeurs pour changer la couleur. Et regardez, tada! C'est ça que je veux dire par réutilisable. J'ai pu changer un autre truc qui n'a rien à voir avec mon cube, mais qui, lui, ne demande qu'une couleur pour changer. Tadam! C'est pas beau? Ah, moi je trouve ça génial. Mais c'est le genre de truc que vous apprenez à faire quand vous êtes développeur au fur et à mesure de votre carrière. Au tout début, vous ne saurez pas toutes ces choses-là, mais c'est au fur et à mesure que vous allez apprendre à faire des petits trucs comme ça. Ce qu'on appelle de l'architecture logicielle. Ok, bah du coup, je dois sauvegarder ce truc-là pour qu'il soit réutilisable en tant que scène. Donc je recrée, je fais sauvegarder, donc je prends ça, je le dépose dans éléments. Il me dit, bah, ok, tu veux quel nom? Je mets élément. Voilà, on sauvegarde. Du coup, maintenant j'ai un deuxième petit élément ici, avec signal. Et on a une jolie LED. Alors encore une fois, j'ai déposé un objet, donc il y a une création de fichier. Vu que j'avais plus de mémoire, mon ordinateur il a déconné, j'ai des erreurs et je comprenais pas ce qui se passait, mais c'est pas grave, c'est la vie. Donc du coup, je vais perdre 2-3 données. C'est pas de chance. Donc du coup, vu que j'ai perdu 2-3 données, il faut que je les reset. Mais basiquement ici, je dis hop hop hop. Voilà, je reset mon signal. Je vérifie que le signal marche toujours parce que comme je vous disais, quand on passe d'un objet 3D à une scène, bah ça crée des fichiers, ça peut avoir de temps en temps perdre un truc ou l'autre. Ici c'est mon PC, mais ouais. Tout ça pour dire, la vidéo devient un peu longue, hein, ouais. Alors, on va essayer de la finir, hein. Donc ici on renomme un petit peu les choses. Au cas où, on remet les trucs un petit peu dans l'ordre, juste pour se souvenir. Ok, magnifique. Ok. Ici, je relis les trucs parce qu'ils s'étaient déliés. Voilà, je les relis à notre petit signal machin. On vérifie que tout est là. On vérifie que ça marche encore. Magnifique. Vu que c'est une démo, il faut que ça marche quand on parte. Et bah là, on va pouvoir aller sauvegarder. Donc ici, on a une scène qui nous permet d'avoir une LED. Et ben, on va faire une petite pause. Je vous invite à aller boire un café, dire bonjour à votre famille, caresser le chien, des choses comme ça. Et dans la vidéo suivante, on va apprendre à sauvegarder tout ça. Parce qu'évidemment, si vous avez le moindre problème, genre accidentellement vous poussez sur delete et que vous perdez tout votre projet, ce serait dommage. Et d'ailleurs, foreshadowing, parce que je vous disais que mon ordinateur avait du mal, et à un moment donné, il va planter, et je vais perdre l'entièreté du script que j'ai fait avec vous dans la vidéo suivante. Donc du coup, je refais la vidéo juste pour que ce soit plus propre. Mais donc, ouais, utiliser Git et les sauvegardes, c'est très très important. A tout de suite pour la prochaine vidéo où je vous apprends à sauvegarder un projet Godot avec Git. Bisous bisous.